Bienvenue dans ce deuxième épisode des Disciples de Charles Gave, où je vais effectuer la lecture de son dernier article publié sur l'Institut des Libertés le 11 décembre 2022, intitulé Le sommeil de la raison engendre des monstres. Depuis quelques années, je dis à qui veut bien m'entendre que nous sommes passés d'une société logique et scientifique à une autre, à la fois magique et irrationnelle et donc stupide, ce qui a tendance à me rendre inquiet pour le futur. Après tout, comme le disait Einstein, la seule chose qui donne une idée de l'infini est la bêtise humaine. Et dans ce domaine, la période actuelle est extrêmement féconde en nouvelles idées stupides, l'absence de pensée woke par exemple. Mais elles ne m'inquiètent pas trop, tant elles sont à l'évidence illogiques et non scientifiques et vont donc disparaître. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, ce sont les idées apparemment logiques ou scientifiques et qui ne sont en réalité qu'un tissu d'ânerie, car celles-là ont la vie dure. Dans la catégorie idées totalement fausses mais apparemment logiques et qui ne réussissent pas à crever, j'ai toujours eu un grand faible pour celles émises par Malthus en 1798 et Marx 1848, tant elles sont à la fois séduisantes, fausses et ont amené à des résultats désastreux, ce qui n'a jamais entamé leur popularité, en particulier dans la classe jacassière. La thèse que je vais développer dans cet article est que ces deux corpus intellectuels, aussi stupides l'un que l'autre, ont copulé frénétiquement depuis quelques années et que de cet accouplement est né un nouveau monstre intellectuel, l'écologisme catastrophique. Le but de cette théorie est de nous convaincre qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde, le cœur de la théorie malthusienne. Ce qui veut dire qu'il y a trop de gens sur Terre. Il nous faut donc passer à une société communiste dont les chefs seront chargés de distribuer les tickets de rationnement. Ça, le communisme sait faire. Bien entendu, il va falloir aussi que la population mondiale baisse très profondément pour permettre à ceux qui nous dirigent, Bill Gates, toute sa tribu qui se retrouve à Davos, de continuer à vivre noblement, comme eux seuls le méritent puisqu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Cela exigera malheureusement de supprimer nos structures démocratiques, les électeurs votant assez rarement pour des gens qui ont pour objectif de les faire crever de faim, tout en leur interdisant de bouger et d'avoir des enfants. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et les œufs n'ont pas leur mot à dire sur la façon dont ils seront cassés. Pour bien comprendre l'imbécilité congénitale de ce monstre intellectuel, il me faut expliquer d'abord que les deux parents n'étaient déjà pas très brillants. Commençons par Malthus. Il nous explique en 1798 que, comme la population croît de façon géométrique et la nourriture de façon arithmétique, le monde allait faire face à d'immenses famines, et donc la seule solution était de ne pas faire d'enfants si on voulait leur éviter de mourir de faim. On remarque le côté farceur et ludique de la thèse, complètement à l'opposé de la parole du Christ, croissez et multipliez. Ce qui est curieux pour un pasteur, mais pas tant que ça. Quant à la thèse disant qu'il n'y en aurait pas assez pour tout le monde, je n'ai pas compté le nombre de commentaires que j'ai eus depuis des années pour m'expliquer qu'il était évident que nous allions un jour manquer de pétrole, blé, viande, farine, caviar, foie gras, par ordre d'importance, etc. Ce à quoi je réponds toujours que l'âge de pierre ne s'est pas terminé par manque de cailloux, que tant qu'il y aura du Châteauneuf du Pape, je ne me fais pas trop de soucis. Plus sérieusement, les vrais malthusiens ont deux très fortes convictions. 1. Il y a trop de monde sur Terre, ce qui n'a jamais été vrai et qui de toute façon va s'inverser d'ici 30 ans puisque les taux de fertilité des femmes baissent partout et que donc la population mondiale va commencer à baisser sèchement à partir du dernier quart de ce siècle, et cela est certain. D'ici là, la pénurie de main-d'œuvre dans le monde entier va devenir de plus en plus sévère. Nous allons donc souffrir d'une remarquable pénurie de main-d'œuvre dans les décennies qui viennent. Dans le fond, s'il y a eu un homme en trop sur la Terre, ce fut Malthus. 2. Nous vivons dans un monde fini, et tout se terminera mal de toute façon. Nous allons tous mourir de faim, de froid ou de chaud quand toutes nos ressources seront épuisées. Ce qui veut dire qu'ils ne prennent jamais en compte l'inventivité humaine qui est infinie. Par exemple, si l'on trouve un jour une façon rentable de stocker de l'électricité de ce jour, le risque d'une pénurie d'énergie disparaîtra instantanément. Les Malthusiens ont toujours eu tort, mais à chaque génération, nous avons droit à un nouveau Malthus, en général professeur d'université qui remet au goût du jour la pensée malthusienne. Je me souviens à la fin des années 60 du best-seller mondial de Paul Ehrlich, professeur à Stanford, The Population Explosion, expliquant dans la première phrase de son livre qu'au début des années 70, l'Inde et le monde entier allaient connaître des centaines de millions de morts à cause des famines qui allaient sévir pendant 7 décennies. À la fin des années 70, l'Inde commençait à exporter du blé, une nouvelle semence ayant été trouvée. Et depuis la date de la parution de son premier livre, la population indienne a plus que doublé et les famines ont disparu.
ce qui n'a jamais fait baisser d'un iota la popularité médiatique de l'auteur, qui, s'étant trompé sur tout, depuis 50 ans, continue à être invité par les médias et au Congrès des États-Unis pour nous expliquer que nous allons tous mourir dans des souffrances atroces et dans un futur très proche. Autre exemple. Au milieu des années 70 se produit une grande crise énergétique. Le pétrole passe de 2 dollars à 30 dollars le baril. Le Club de Rome, une organisation malthusienne s'il en fut, nous explique que l'on n'a encore rien vu, que le monde consomme 50 millions de barils de pétrole par jour et que dans 7 ans, il n'y en aura plus. Moyennant quoi, 50 ans après, le monde en consomme 100 millions par jour, nous avons 12 ans de réserve prouvée et le pétrole est à 74 dollars le baril, ce qui est moitié moins en termes réels qu'au 1er janvier 1980. Venons-en maintenant à l'horizon indépassable de la pensée humaine, le marxisme et sa traduction dans la vie réelle, le cauchemar communiste. L'idée de base est que les capitalistes extraient à leur profit une plus-value sur le travail des prolétaires, et que dans un régime communiste, cette plus-value retournera aux prolétaires, et ce sera le paradis sur Terre. Ne sont pas prises en compte la nécessaire constitution de l'épargne, et donc l'augmentation du stock de capital, le rôle de l'entrepreneur, la nécessité d'un droit de la faillite, le changement dans les goûts des consommateurs, l'inexistence de la création destructrice. Le communisme ne marche pas, et le socialisme scientifique encore moins. Mais si on rentre dans une période de décroissance contrainte par l'arrivée inéluctable des pénuries, le marché ne peut pas être laissé à lui-même. Et il faudra organiser la société pour que les tickets de rationnement soient distribués de façon équitable. Et ça, le communisme sait faire en enfermant ceux qui ne seraient pas d'accord. Et c'est ce que nous prépare le rejeton de ces deux idées stupides, le malthusianisme et le marxisme, qui ont engendré l'écologisme catastrophique, dont les idées dominent le monde en ce moment. Et là, le coup est simple et tout d'exécution. On n'explique plus qu'il n'y aura pas assez pour tout le monde. On dit simplement que si l'on utilise les matières premières existantes, on va tous mourir à nouveau. Et donc, rien n'a changé. À la fin, on meurt tous. Ce qui change, c'est l'interdiction d'utiliser les matières premières, puisque cette utilisation réchaufferait la planète. Ils ont donc abandonné l'idée qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, tant ils se sont rendus compte que la pénurie qui était censée arriver, depuis des lustres, n'aurait jamais lieu. Ils ont donc remplacé l'inéluctable pénurie par l'idée qu'utiliser les ressources naturelles est un gros péché contre Gaïa, la déesse mère, et je vois arriver devant mes yeux ébahis une nouvelle religion, avec toutes les caractéristiques de celle qui sévissait à Carthage ou en Amérique du Sud avant l'arrivée des Espagnols. Voici les étapes habituelles qui marquent la naissance d'un nouveau clergé. 1. Établir qu'un péché contre la divinité dominante a eu lieu, en l'occurrence Gaïa. 2. Le ou les pécheurs sont donc condamnés à une fin ignominieuse. 3. Le bûcher les attend. 4. Heureusement, est né à temps un clergé qui a une ligne directe avec la divinité. 5. Les condamnés à mort ont une petite chance de s'en sortir si le clergé intervient en leur faveur, ce qu'il fera avec plaisir pour peu que les pécheurs obéissent au doigt et à l'œil au dit clergé. Et que bien sûr, les membres du clergé reçoivent nombre de cadeaux qu'ils offriront sur les autels de la divinité. Et c'est là où nous en sommes. Une fausse science a engendré un nouveau clergé qui ne cherche qu'à vivre au détriment de ceux qui bossent. Et le plus extraordinaire est que tout cela se fait au nom de la science. Et cela avait déjà été le cas des deux supercheries précédentes. Le malthusianisme se prétendait scientifique, mathématique, raté avec la première révolution industrielle. Le marxisme se prétendait scientifique, raté avec la deuxième révolution industrielle. L'écologisme se prétend scientifique. Ça va rater aussi avec la troisième révolution industrielle, celle de la connaissance, voire c'est une révolte. Non, sire, c'est une révolution. Mais cette thèse a en commun avec les deux précédentes le fait que ces turiféraires haïssent la liberté individuelle et défendent les intérêts des riches et des puissants contre ceux des petits. Cette nouvelle religion échouera, comme toutes celles qui s'opposent à la liberté individuelle. Il n'en reste pas moins que les deux idées stupides précédentes ont fait des dégâts considérables par le passé. Et donc, je me demande combien de dégâts ce nouveau monstre va engendrer avant de crever comme les deux autres. En ce qui concerne les dégâts, ça me paraît bien parti. Article de Charles Gave, publié le 11 décembre 2022 sur l'Institut des Libertés. N'oubliez pas de claquer le pouce bleu, abonnez-vous, prenez soin de vous, à très vite.